S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Un truc qu'on a réalisé, le pivot, il s'est fait au bout de quelques mois. Cette idée, elle n'a pas duré plus de quelques mois. Et le pivot, il est venu du fait qu'à l'époque, tu faisais pas des levées en seed à 5 millions. Nous, on a fait un seed, notre toute première levée de fonds, on a levé 400 000 €, on était les rois du pétrole. En France? Ouais, en France. Pourquoi vous n'avez pas levé aux US? Alors, il y avait quelques business angels américains. Mais tu vois, le business angel américain, tu lui dis que tu vas lancer un truc sur le marché français au départ. Il dit t'es trop petit. Bah non, enfin ouais, attends, j'ai des trucs dans mon pays, je vais pas aller investir au tiers-monde. C'est pas, enfin, tu vois, là-bas, ça leur parlait pas, quoi. Et tu disais le pivot, il est arrivé au bout de 3-4 mois? Le pivot, il est arrivé au bout de 3-4 mois. Et je te dis, la raison, c'est tout simplement que, en fait, le hardware, ça coûte cher, quoi. Et quand je te dis aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent, tu peux lancer des boîtes hardware first avec des certifs, avec de la réglementation et passer par des cycles qui vont te prendre des années avant d'aller sur le marché. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. À l'époque, tu faisais pas des levées de plusieurs millions quand tu partais où tu avais juste, comme nous, ton CV et un PowerPoint, quoi. Tu levais pas des millions sur ça. Tu levais au mieux 400 000 balles comme nous parce qu'on avait des beaux CV et puis un beau PowerPoint. Et les gens étaient sympas de nous filer déjà 400 000 € à l'époque. On estimait que c'était énorme. Mais sauf qu'avec 400 000 €, tu fais pas une boîte de hardware. Clairement pas. C'est quoi? Tu te rends compte que tu dois dépenser en hardware et très vite, te dis il faut du volume très vite, pour rentabiliser. Tu vois, tu creuses l'idée, tu vas au-delà de ton PowerPoint, tu commences à faire un prototype et tu te rends compte qu'en fait, le truc, mais c'est des certifications pas possibles de sécurité, que les technologies, elles vont coûter super cher, qu'il faut que tu trouves des sous-traitants qui n'ont pas encore les trucs pour le faire. En fait, tu te dis, mais je suis en train de rentrer dans un truc, ça va me prendre au moins 2 ans avant de sortir un produit et ça va me coûter des millions. Et avec une incertitude que avec une ça va pas marcher. Et certainement que ça va pas marcher. Donc, on s'est dit, en fait, le pivot, ça a été de se dire, mon petit commerçant là qui vend dans la rue, en fait, il y a exactement le même qui vend sur Internet. Et donc, très rapidement, on s'est dit, on va oublier tous ces trucs de hardware parce que c'est pas pour nous, on n'a pas les moyens et on n'y comprend pas grand-chose. On va partir du petit commerçant en ligne. Parce que sa problématique, elle était assez similaire, si tu veux. Le petit commerçant qui vend sur Internet, il a son site pour vendre des mugs ou des t-shirts. Tu vois, le petit commerçant en ligne, ça existait déjà à l'époque, c'est le petit commerçant en ligne. Il avait 2 choix pour faire du paiement. Il avait soit sa banque, mais c'était galère parce qu'il y avait beaucoup de paperasse, il y avait beaucoup de technologies à l'ancienne avec des docs incompréhensibles dans des langages compliqués. C'est même pas sûr que tu puisses payer en autre devise. Et puis c'était cher, et puis c'était lourd, tout ce que tu veux. Et à l'autre extrême du spectre, tu avais PayPal, qui était un peu le seul truc à l'époque qui existait pour encaisser en ligne de façon à peu près simple. Mais tu avais un grand trou entre les deux. Tu n'avais pas Stripe encore. Okay. Stripe s'est lancé un tout petit peu avant nous, 2 ans avant nous, mais à l'époque c'était juste aux US, chez Y Combinator, c'était encore assez confidentiel. Square a fait Y Combinator ou pas? Square, je suis pas sûr qu'il soit passé par là, parce que tu sais, c'était Jack Dorsey qui avait déjà monté Twitter avant, ouais, bien sûr, il est allé direct très vite. Stripe, par contre, c'est Y Combinator, c'est les gars qui sortaient d'études, quoi. C'est un peu à la Mark Zuckerberg, les deux frères. Et attends, je te titille dedans. Vas-y. Vous avez volé l'idée de Square. Non, je rigole. Vous avez été inspiré par leur idée. Ouais. Est-ce que 4 mois plus tard, eux aussi, ont fait un pivot et ça vous a mis la puce à l'oreille à ce moment-là ou vous regardiez déjà plus Square à ce moment-là? Square, ils sont continués dans leur route. Square, c'est resté, tu sais, du hardware sur le téléphone. Après, ils ont fait pas mal d'autres choses ensuite. Et ça a été une super boîte. Et en fait, quand on a eu l'idée de Payplug, qui finalement est une idée qui ressemble beaucoup à celle de Stripe, effectivement, on connaissait pas Stripe. On n'avait jamais entendu parler de cette boîte. On s'est lancé là-dessus. Et alors, pour la petite anecdote rigolote, après encore 6 mois de plus, tu vois, la boîte devait avoir 1 an, donc on avait un tout début de site web, de produits, on essayait d'en parler. Alors, on avait encore pas mal de liens avec les États-Unis, donc on parlait à des gens là-bas, on était quand même à peu près identifiés. Et Stripe, qui devait avoir 3 ans à l'époque, c'était le tout début, ils nous ont appelés, ils nous ont dit salut les gars, on cherche des gens pour lancer l'Europe, on voit que vous sortez d'Harvard et que vous lancez une petite boîte dans un truc qui ressemble au nôtre, est-ce que vous voulez pas plutôt rejoindre Stripe? Et donc à l'époque c'était, tu vois, on aurait été parmi les tout premiers employés et nous ouvrir le marché européen. Et vous avez dit non? Et on a dit non. Et on s'est regardé avec Camille, on a dit attends,
Enfin, nous, on veut monter notre boîte, quoi. On veut pas. La boîte, elle a même pas 1 an, quoi. On veut pas rejoindre une grosse. Pour nous, c'était déjà une grosse boîte Stripe par rapport à nous. Ils avaient quand même déjà un peu d'avance. Mais attends, vous rejoignez BPCE quelques années plus tard. Et on rejoint. Ouais, mais c'est nettement plus tard quand même. C'est pas la même histoire. Non, mais très intéressant. Est-ce que vaut mieux monter ta boîte et la faire croître pendant. Donc, vous l'avez revendu quand à BPCE? On l'a revendu en 2017. Donc la boîte avait déjà 5 ans. Ouais, 5 ou ans. Plutôt la revendre au bout d'1 an à une licorne, enfin une future licorne. Non, mais je suis très intéressé. Je ne sais pas si tu peux analyser ça aujourd'hui. Est-ce qu'en termes de valeur de capitalisation, ça aurait été plus intéressant avec la même trajectoire PayPlug, mais qui rentre plutôt très tôt chez Stripe versus plus tard avec BPCE? Tu peux le regarder sous plusieurs angles. Si tu regardes d'un point de vue purement financier, alors effectivement, à l'époque, ils nous proposaient des parts de Stripe sur des valos toutes petites. Stripe, récemment, ça a été valorisé près de 100 milliards. 100 milliards. Ouais, donc ça donne le tournis. Forcément, d'un point de vue financier, je pense que ça aurait été une bonne opération là, de prendre été milliardaire, tu vois, de Stripe aussitôt dans leur aventure, tu vois. Okay. D'un point de vue financier, ça aurait probablement été mieux avec Stripe, tu vois, si on avait pris des parts de Stripe à l'époque et que je les avais encore aujourd'hui. Mais tu vois, tu peux refaire l'histoire 10 fois. Et peut-être que PayPlug serait mort entre-temps. Non, mais c'est aurait sûr. été aspiré. Ah bah oui, non, mais c'est sûr, c'est ce qu'ils nous proposaient. Par contre, Stripe qui te propose une sorte d'association au rachat te met de ouf en confiance. Non, mais alors, c'est déjà exactement. Ça nous a donné vachement confiance. Exactement, c'est ça qui s'est passé. On s'est dit, c'est quand même. Parce que tu vois, t'as l'aspect financier, mais t'as aussi l'aspect qu'est-ce que t'as envie de faire de ta vie. Et nous, à ce moment-là, le rachat par Stripe, c'était ce qu'ils appellent un acqui-hire. Ça veut dire, on bazarde tout ce que t'as fait, on vous rachète juste pour vous embaucher, quoi. Et vous allez vendre du Stripe en Europe. Enfin, tu vois, votre petit produit que vous avez à peine commencé à développer, votre petite équipe, tout ça. En fait, quand on te dit ça. Ouais, toi. En fait, tu te dis, c'est une embauche très bien payée dans une grosse boîte, quoi. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'était un projet entrepreneurial. On voulait monter une boîte. Donc, c'est pas le même projet. C'est quoi quand tu dis monter une boîte, laisser un projet entrepreneurial? Je vais aller plus loin. Très pompeux, mais en vrai, est-ce que c'était laisser votre trace? Je sais pas, c'est plus. PayPlug est indépendant en termes de marque aujourd'hui versus BPCE. Ouais, on a encore cette marque, on a encore un degré d'autonomie assez fort dans le groupe, on pourra y revenir, mais donc t'as cet aspect de construire un truc avec tes mains. Je sais pas si c'est laisser une marque, parce que tu vois, quand tu prends un pas de recul. Bon, on reste une petite boîte. Dans 20 ans, je sais pas si on se souviendra de cette marque et de cette boîte. Je sais pas. Enfin, peut-être, j'espère. Mais en tout cas, c'est pas ça la fin en soi, parce que sinon, t'es forcément. Enfin, tu seras vite frustré, quoi, parce que. Mais il y a un petit peu d'ego quand même en tant qu'entrepreneur. Tu crées c'est ton bébé au début. Ouais. Alors. Je sais pas si c'est de l'ego. T'as une forme d'excitation de te dire ce truc, c'est moi qui suis à l'origine et moi, alors c'est une fierté. Alors je sais pas si on peut dire que c'est satisfaisant pour l'ego, mais en tout cas c'est une fierté quand je vais au boulot tous les matins, qu'il y a 350 personnes, qu'il y a un produit et qu'il y a 20 000 clients qui l'utilisent et que je me dis, je suis à l'origine de ce truc-là. Que seul toi vois il y a 13 ans les galères. Exactement. Et tu te dis 12 ans après. Moi, ma fierté, c'est les gens qui viennent bosser là, qui sont contents de venir bosser le matin. Et ça, c'est complètement génial de te dire ce truc, il existe parce qu'on est parti à l'époque de rien et on a construit ça jusque-là aujourd'hui. Et tu as 350 personnes qui bossent dans cette boîte et qui sont contents de bosser et des clients qui l'utilisent et qui sont contents de l'utiliser. Et ce truc n'existait pas, maintenant il existe. C'est super satisfaisant, tu vois. C'est ça le vrai moteur au final. Ouais, c'est ça le vrai moteur, c'est de construire un truc, tu vois. C'est comme, je sais pas, construire une maison, c'est construire un truc, quoi. Tu pars de zéro et puis tu te dis, allez, je vais le faire et je vais faire un truc plus grand que moi, quoi. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.